Ouais. Alors, eh bien, l'homme a des problèmes. Ok. Rien de nouveau. Ça fait partie de la condition humaine d'avoir des problèmes. Donc tous les hommes ont des problèmes. Et ils ont toujours eu des problèmes. Ça vient en partie du fait qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, aussi du fait qu'on est incomplet. Et selon le yoga, l'homme est fait d'un corps, d'une tête et d'une âme. Mhm. Et en Occident, l'âme, on ne connaît pas trop. La plupart des gens acceptent qu'ils ont une âme, mais si on demande dans la rue, si on fait une enquête, qu'est-ce que c'est que l'âme, ou comment ça va, comment va votre âme, ou les gens, ils ne savent pas quoi répondre. On pense que c'est quelque chose pour les religieux, ou même si on accepte qu'on a une âme. Donc on ne connaît pas trop le niveau humain de l'âme. La tête, eh bien les spécialistes du mental en Occident donc, sont les psychologues qui sont spécialistes des comportements et puis les intellectuels qui sont spécialistes des idées. Mais si on demande à un psychologue ou à un intellectuel qu'est-ce que c'est que le mental, il est où, quelles sont ses différentes parties, ses modes de fonctionnement, eh bien ils ne savent pas nous répondre parce que il y a une grande ignorance malgré tout sur le mental. On dit qu'en Occident, on utilise et on connaît entre 10 et 20% de la capacité mentale. Et puis le physique, eh bien le physique on connaît bien. Parce que le corps appartient au monde physique, le mental appartient au monde astral ou énergétique, et l'âme appartient au monde causal ou spirituel. Et c'est pas le même niveau d'existence. Par exemple, la pensée ou l'émotion qui appartient donc au niveau du mental, au niveau astral, eh bien on ne les retrouve pas dans le physique. On a beau couper le cerveau dans tous ces recoins, on ne peut pas trouver une pensée, la prendre avec une pince et la couper en deux avec un bistouri. Parce que la pensée n'existe pas au niveau de la matière, au niveau physique, du monde physique. Et donc il y a la même différence de subtilité entre le monde de l'âme et le monde du mental. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui relève du niveau de l'âme ne peut pas être compris par le mental de la même façon dont une pensée ne peut pas être prise avec un outil physique. Or, la science et même la médecine en Occident se concentrent très majoritairement et parfois exclusivement sur le monde physique. Et on veut répondre aux problématiques mentales, émotionnelles, existentielles par des produits physiques, chimiques, des molécules. Donc, si la science s'attachait à étudier un peu plus le monde astral, le monde énergétique, eh bien, il y aurait beaucoup de réponses dans des domaines très variés, ne serait-ce que l'antimatière ou le niveau de conscience dans l'état du coma ou ce genre de problématiques qu'on voit en Occident. Donc, le monde physique est connu, le mental 10-20%, l'astral pas connu. Eh bien, ça fait de nous des gens qui ne sont pas complets. Ça fait de nous des humains qui ne sont pas terminés. 35-40%, on va dire, et ceci dans un des trois états de conscience.
les états de conscience qui correspondent donc au physique, au mental et à l'âme, c'est l'éveil, là où le physique domine, le sommeil avec rêve, les rêves, là où le mental domine, et le sommeil profond, là où l'âme domine. Et donc, on ne prend en compte que l'état d'éveil. Donc, 40% d'une personne dans un des trois états, ça fait un petit peu plus de 10% de potentiel de l'homme développé. C'est un peu, entre 10 et 15%, c'est un peu comme si je donnais une voiture à des gens, une civilisation première, dans une forêt qui n'a jamais vu la civilisation moderne, et on leur donne une voiture. Eh bien, 10 à 15% de l'utilisation de cette voiture seulement, ça serait, ils ont trouvé les portes, ils arrivent à l'ouvrir et ils en font une cabane. Et nous, en n'étant pas complets, en ne sachant pas qu'est-ce qu'on fait là et quel est notre potentiel réel, on se met à vivre sans se poser de questions. C'est un peu comme jouer à un jeu sans connaître les règles. Donc évidemment, il y a des problématiques. Et puis, ceci, ça explique aussi, et c'est très intéressant, le fait qu'on n'est pas tous égaux. On nous enseigne dans notre civilisation qu'on est égaux. Mais on a tous des problèmes à voir des gens qui tuent les autres, qui les torturent, et on se dit mais comment est-ce possible, mais comment est-ce possible, mais comment est-ce possible? Eh bien, on n'a pas tous le même niveau d'évolution. On n'est pas tous égaux. Une personne qui va passer sa vie à torturer d'autres personnes, à tuer d'autres personnes, à violer des enfants, c'est pas le même niveau que le Dalai Lama qui est prêt à pardonner aux persécuteurs de sa nation. Donc les niveaux de conscience du physique, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'animal, c'est régi par la loi du plus fort. Le niveau de conscience du mental, c'est l'intellectuel. Je pense donc je suis. Ce qui est faux pour nous en yoga. C'est même le contraire. Yoga Chitta Vritti Nirodha. L'état de yoga est l'annihilation des ondes mentales. Donc on est plus soi-même et plus complet quand on ne pense pas, pour nous. Mais disons qu'une personne qui en général vibre au niveau de conscience du mental, eh bien c'est l'intellectuel, c'est la société moderne. Si on voit dans les grandes villes de la société moderne, eh bien c'est les idées qui priment, les gens vont se battre pour leurs idées, ils vont être attachés. Et puis c'est des combats d'idées, mais c'est un mental qui n'est ni développé, ni éduqué, ni équilibré. Parce que souvent il n'y a pas l'âme. Et l'âme, c'est ce qui va apporter l'éthique. Et donc le niveau de conscience du physique, c'est la loi du plus fort. Le niveau de conscience du mental, c'est l'importance des idées. Et le niveau de conscience du causal ou de l'âme, ben c'est le niveau de conscience de l'éthique, le niveau de conscience universel, altruiste, au-delà de l'individualité, écologique évidemment. Donc, l'homme n'étant que, en général, on parle de généralité, 10-15% lui-même, eh bien il a forcément des problèmes. Comment l'homme va-t-il faire face à la mort? Comment l'homme va-t-il faire face à la souffrance? Avec un mental qui est limité, comment va-t-il comprendre des choses qui sont au-delà du mental, telles que l'amour? On ne comprend pas l'amour. Si on comprenait l'amour, il n'y aurait pas d'artiste. Une partie de l'art, c'est exprimer ce que l'on ressent,
ce qui nous touche au niveau de l'âme, sans savoir l'expliquer. Donc, il y a une grande partie du monde qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la musique, on ne comprend pas l'amour, on ne comprend pas la conscience, on ne comprend pas le divin, on ne comprend pas l'infini. Ce n'est pas des choses qu'on peut appréhender avec le mental, comme on ne peut pas attraper une pensée avec une pince physique, et bien on ne pourra pas attraper les réalités de l'âme ou de l'esprit avec un intellect. C'est pas à comprendre. Mais les gens qui sont touchés n'ont pas besoin de comprendre. D'accord ? Donc, l'homme est limité et il est mis dans une situation qu'il n'a pas choisie et influencé évidemment par l'éducation et l'environnement, donc il souffre. Donc de tout temps, l'homme souffre, tout le monde. De tout le temps, l'homme a des problèmes. Et de tout temps, il y a des hommes qui se posent des questions existentielles. Pas tout le monde, mais une partie des gens, quand on arrive à un certain niveau de conscience de sa propre vie et de l'environnement, il y a une partie de gens qui se posent des questions. Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis né ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, ces problèmes, ces souffrances et ces questionnements étaient là aussi en Inde il y a des milliers d'années. Et ce que l'on appelle les rishis, donc des sages, en Inde, se sont attelés à trouver les réponses à ces questions et les réponses à la souffrance, les réponses des problèmes, les réponses aux questions métaphysiques. Et ils ont commencé, comme nous en Occident, avec la science moderne. La science, c'est quelque chose de moderne en Occident. Eh bien, ils ont cherché des réponses à l'extérieur. Et puis, par contre, ils se sont rendus compte rapidement que ce n'était pas le bon endroit pour chercher les réponses. Parce qu'à l'extérieur, on trouve une réponse et elle vient avec 10 nouvelles questions. Et c'est infini la capacité, la complexité du monde dans l'extériorité. Donc, ils ont fait quelque chose qui est vraiment fondamental en yoga et en spiritualité, c'est qu'ils ont fait un virage à 180 degrés, pratyahara. Ils ont mis leur sens, leur attention à l'intérieur. Ils ont arrêté de chercher à l'extérieur comme fait notre science moderne, et ils ont cherché à l'intérieur, vers la source. Et ça reste un des pas les plus importants en yoga, et même en hatha yoga, même dans la posture. C'est-à-dire qu'il y a un sens où on va de l'unité vers la multiplicité. C'est le sens de la création. Et puis, il y a un sens où on va de la multiplicité vers l'unité. C'est le retour. Et donc, ils sont allés dans le voyage intérieur. Ils ont trouvé d'abord, au bout d'un certain temps, le point commun à toute création. Et ils pensaient que c'était la solution de toutes les problématiques et la solution de toutes les questions métaphysiques. Et puis, ils ont trouvé que ce n'était pas la finalité finalement, qu'il y avait plus. Puisque cet élément commun à toute création, dans toute la multiplicité et l'infini de la création, cet élément commun, eh bien, il était vu, il était ressenti, et donc il y avait un sujet, et donc ils ont continué de chercher, et à un moment, ils ont trouvé la réponse. Et c'est la réponse et la solution à toute problématique humaine, à toute souffrance humaine et à tout questionnement métaphysique. Et cette réponse, ils l'ont appelée Brahman. Alors il y a plusieurs courants de yoga, il y a plusieurs termes, mais celui qu'on utilise en général en Vedanta, c'est Brahman. On dit Brahman parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On le traduit absolu parce qu'on ne peut pas expliquer l'absolu. Mais on va dire que Brahman, c'est l'absolu.
Et ils ont dit, quand on trouve, entre guillemets, parce que là, le vocabulaire n'est plus précis, c'est pas vraiment trouvé, mais quand on arrive à Brahman, eh bien, on a toutes les solutions des problèmes, les solutions des souffrances et les réponses aux questions métaphysiques. Donc, bonne nouvelle. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut arriver à Brahman. Tout le monde peut arriver à l'absolu. Et donc, terminer ses souffrances et répondre à ces questions métaphysiques. Excellent. Enfin, ils ont défini le cheminement vers Brahman. Et ils ont dit, l'homme, entre l'homme et Brahman, entre l'homme et l'absolu, il y a 3 obstacles à franchir. Mala, Vikshepa, Avarana. Mala, c'est les 6 impuretés du mental, dont l'ego. La luxure, la colère, la haine, le désir et la jalousie. Vikshepa, c'est l'agitation et l'extériorisation du mental. Et Avarana, c'est l'ignorance de qui on est. Donc les rishis nous disent, la solution c'est Brahman, pour y arriver, il faut franchir les 3 obstacles. Et ils ont mis au point un art, une technique, une science, une pratique qui va nous permettre d'aller de l'individu à l'absolu en franchissant ces obstacles. Et ça s'appelle yoga. Yoga, c'est l'union, mais pas l'union du corps et du mental et de l'âme. C'est l'union de l'âme individuelle, donc l'homme, avec l'âme universelle, donc l'absolu. Le yoga, c'est le cheminement d'union, c'est-à-dire on est dans la multiplicité et on va vers l'unité. Donc le yoga est le cheminement par lequel on va avoir les réponses à toutes les souffrances et toutes les questions métaphysiques. C'est la fin de l'évolution pour l'homme. C'est quelque part la fin du cheminement humain. C'est quelque part la raison pour laquelle on est. Et les différents chemins de yoga sont faits pour surmonter les différents obstacles. Pour l'obstacle des 6 impuretés et de l'ego, on va mettre le yoga des mains, le yoga de l'action, le karma yoga, le yoga du service désintéressé. Il y a 4 yogas de base. Il y en a 3 qui sont devenus 4. Le yoga des mains, le service, l'action. Le yoga du cœur, la dévotion. Le yoga du mental, la méditation. Et le yoga de la connaissance. Karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, jnana yoga. Donc le cheminement, c'est le yoga. Et après, il n'y a plus que la vérité, le Vedanta, la fin de la connaissance. Et le karma yoga s'occupe de purifier les impuretés et de diminuer l'ego. Le bhakti yoga fait ça aussi. Le deuxième obstacle, c'est l'agitation et l'extériorisation du mental. Et l'outil principal que nous donnent les rishis, c'est le Raja Yoga. Le Raja Yoga, c'est prendre ce petit dictateur interne qui est le mental et l'éduquer. En faire un instrument. Et c'est à travers la méditation. C'est pas simple, donc il y a tout un processus, il y a des étapes qui passent par l'éthique, le contrôle du corps, du prana, l'éducation du mental, la concentration du mental, etc., etc.
Donc c'est le Raja Yoga qui va s'occuper principalement de l'extériorisation et de l'agitation du mental. Mais aussi le Bhakti Yoga, le yoga du cœur. Et puis, on arrive au troisième obstacle qui est Avarana, l'ignorance de qui on est. On pense qu'on est ce corps. On nous dit je suis tel nom, tel prénom, telle nationalité, telle définition. On nous enseigne ça, donc on y croit. Et en fin de compte, non. Si on est le corps, ce corps-là, il était différent il y a 5 ans. Donc tu es quel corps? Celui d'il y a 5 ans, celui dans 10 ans qui va être différent, celui maintenant, celui d'il y a 10 ans. Le corps n'arrête pas de changer, donc il n'y a pas une vérité. Quand on dit vérité, c'est-à-dire une constance malgré les circonstances. Le mental, la définition que j'ai de moi-même, on pourrait dire, j'ai ma propre définition, je suis comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais ça change. Des fois on se croit un super-héros et des fois on se croit le pire des pires. Donc l'opinion change aussi. Malgré tout, je sais que je suis la même personne. Il y a 10 ans, c'était moi. Donc il y a une constance, or la définition que je me donne est totalement inconstante. Le corps est inconstant, le mental l'opinion de moi-même est inconstant. Donc il y a un autre niveau d'existence qui est au-delà du corps et du mental. C'est justement le niveau de l'âme. Et le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, donc nous ramène à qui l'on est vraiment. Si je peux voir ce corps, c'est-à-dire je suis le sujet du corps qui est l'objet, donc je ne peux pas être le corps. Si je vois mes pensées, je ne peux pas être les pensées, donc j'ai un niveau d'existence au-delà. Et puis des fois, le corps est éteint, le mental est éteint, et bien là on n'existerait plus si on est dans le corps et le mental. Si je pense donc je suis, ou si je suis ce que je vois dans la glace, eh bien à ce moment-là, si le corps est éteint, clic, si le mental est éteint, clic, on disparaîtrait. Or, une personne qui est dans une condition de coma, eh ben, on ne va pas la débrancher comme ça. Il y a un niveau d'existence qui est au-delà du corps et du mental. Donc, le Jnana Yoga. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que les deux premiers obstacles, Mala et Vikshepa, sont aussi les deux premiers modes de fonctionnement de l'outil intérieur qu'est le mental. Le mental, suivant le yoga, c'est quelque chose de bien défini, à un endroit bien défini, avec des composants bien définis. Et c'est comme une machine qui produit des vrittis, des vasanas, des samskaras. Et cet outil a 5 modes de fonctionnement. Et les deux premiers, c'est Mala, c'est-à-dire quand il est influencé par ces 6 impuretés, eh bien c'est un mode chaotique. Et le résultat est le mal-être. Et le deuxième, quand il est influencé par l'agitation et l'extériorité, c'est aussi le mal-être. Et c'est le deuxième obstacle. Le Vikshepa, c'est quand on voit la fenêtre, on dit « Ah, la fenêtre, tiens, il faut que je la nettoie. Ah, puis il faut que je nettoie, tiens, il faut que je nettoie la voiture. En parlant de voiture, il faut que je fasse la vidange. Et puis en parlant de la vidange, je vais aller en ville. » En 20 secondes, on a fait le tour du monde. C'est un niveau d'existence qu'on connaît bien. Eh bien, c'est un obstacle, ça, dans le yoga. Donc c'est intéressant de voir que ces deux modes de fonctionnement, influencés par l'ego, la luxure, la colère, la haine, le désir et la jalousie, ça nous complique la vie. Et l'agitation et l'extériorisation, ça nous complique la vie. Et en fin de compte, le mental est supposé être un instrument, comme le corps est un instrument. Non pas une identification, mais un outil. Et la nature même du corps est de se faire oublier. Si je ferme les yeux, je ne sais pas où est le foie, la rate, etc.
à moins d'avoir une maladie ou de maltraiter mon corps, il ne requiert pas mon attention. Mais il me sert. Si je veux aller à la salle de bain, il va m'amener à la salle de bain. Le mental devrait être pareil. Or, comme on n'est pas allé jusqu'à l'âme, puis on n'a pas complètement développé le mental, dans notre culture généralement en Occident, eh bien le mental est un petit dictateur. 10% du mental de connu sans l'âme, c'est comme un enfant de 10 ans sans parents. Mal éduqué, il fait ce qu'il veut, des caprices tout le temps. Et c'est ce qu'on voit les gens dans la société, les faits divers. C'est des gens qui font des caprices. Leur mental dit une glace, encore une glace, encore une glace, encore une glace, encore une glace. Si on suit le mental, on termine 12 heures devant la télé avec 10 paquets de chips. Donc l'éducation du mental est importante. Donc les 3 premiers yogas, enfin on va dire même les 4 yogas qui s'occupent des 3 obstacles nous permettent en fait d'arriver au Vedanta, c'est-à-dire à la fin de la connaissance. Mais on ne peut pas aller au Vedanta si on n'a pas fait le yoga d'abord. Et ce que font ces 4 yogas, c'est réduire l'ego, ouvrir le cœur et contrôler le mental. Si quelqu'un nous dit la vérité, mais on a de l'ego, on va en faire n'importe quoi. Si on n'a pas le cœur ouvert, ça va devenir intellectuel. Si on n'a pas un mental éduqué, ça va devenir n'importe quoi. Donc, Shankaracharya parle de sadhana chatustaya, les prérequis pour la sadhana. Vashishta parle de subhecha, le premier niveau de connaissance. Et c'est d'abord réduire l'ego, ouvrir le cœur et contrôler le mental. Ce à quoi servent les yogas. À travers ces 4 yogas qui s'occupent de ces 3 obstacles. Maintenant tu vas me dire, et où est le yoga qu'on pratique en Occident en se mettant sur la tête là-dedans? Eh bien, le deuxième obstacle, qui est l'agitation et l'extériorisation du mental, est contrôlé surmonté par la méditation. Et la méditation est un exercice très difficile. La méditation, c'est l'outil principal du Raja Yoga, qui est divisé ou défini en 8 étapes progressives. L'éthique envers soi-même, l'éthique envers les autres, la posture, la respiration, l'intériorisation, la concentration, la méditation et la supraconscience, les états qui viennent après la méditation. Et les 5 premières étapes, ce qu'on appelle abhyasa, est la pratique régulière. Il faut faire. C'est un peu comme s'occuper quotidiennement du jardin, du potager. Il y a un travail quotidien à faire dans le potager. Si un jour on va avoir des fruits. Et puis, commencer ensuite donc la pratique même de la concentration, la pratique même de la méditation, mais au départ, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, on n'a pas les fruits tout de suite. Parce que les fruits viendront quand on aura fait le travail quotidien pendant un long temps, comme le potager. Et pour aider malgré tout à avoir un état méditatif, les yogis, les rishis nous ont donné un autre yoga qui va aider le Raja Yoga pour arriver indirectement à avoir des fruits, et c'est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga a pour but de nous amener à l'état méditatif. Non pas directement par la méditation ou la concentration comme le Raja Yoga, mais indirectement à travers le contrôle du prana. Parce que dans
la dimension astrale, en yoga il y a 19 éléments et 3 couches. Et parmi ces 19 éléments, il y en a 4 qui représentent le mental. C'est Manas, Chitta, Buddhi, Ahamkara. Le mental qui pense, le mental qui est instable, qui doute, qui pose des questions, et qui est en lien avec le niveau inférieur, c'est-à-dire les instincts, les sens, les conditionnements, les pranas. Et puis il y a le mental qu'on appelle Buddhi, qui est le contraire de Manas. Manas pose les questions, Buddhi apporte les réponses. Et Buddhi est en contact avec ce qu'il y a au-delà de l'ego, donc dans l'âme, là où il y a l'universalité. Et l'idée dans le développement de l'humain, dans le développement de la vie sur cette terre, depuis le Big Bang, les minéraux, les plantes, les animaux et l'humain qui n'est pas terminé, eh bien, on va dire que cette évolution passe par contrôler Manas et augmenter Buddhi. Buddhi qui est la partie du mental qu'ont pas les animaux. C'est le discernement. Et donc, pour contrôler Manas, il y a la méditation, mais le Hatha Yoga va contrôler Manas d'une façon indirecte, qui est de contrôler le prana, parce que Manas est lié au prana. L'énergie. L'énergie qui nous oblige de respirer, même si je ne veux pas respirer. C'est pas théorique. Une fois, j'avais un ami comme ça, ingénieur, qui me dit « Oui, moi, tous ces trucs de prana, c'est un peu trop théorique. » Je dis « Écoute, ferme le nez, ferme la bouche et bouge plus. » Puis il était là, puis au bout d'une minute, il était tout rouge. Il dit « Je dis « Écoute, je t'ai dit de ne pas bouger. Tu étais d'accord. Tu as essayé. Si c'est ta respiration, tu peux le faire. Pourquoi tu n'as pas réussi? Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que toi en toi. Il y a quelque chose qui contrôle, qui alimente, comme l'électricité alimente cette lampe, eh bien, il y a quelque chose qui alimente ta respiration et qui est une force universelle. C'est pour ça que tu ne peux pas lutter. Donc le prana est ce qui t'oblige à respirer. L'apana est ce qui t'oblige à aller aux toilettes. Et dans la compréhension yogique d'un corps, d'une tête, d'une âme, dans le monde astral, il y a 5 pranas qui sont comme l'électricité qui font vivre ce corps, qui pourrait être sans ça seulement un cadavre. Et donc il y a une force qui nous oblige à respirer. Et ça, c'est on ne peut plus tangible, on ne peut moins théorique. Et donc ce prana a différentes qualités, des qualités d'agitation, des qualités de léthargie, et peut être équilibré. Et les yogis se sont rendus compte donc que Manas étant alimenté par les pranas, si on équilibre le prana, eh bien on va équilibrer le mental. Donc le Hatha Yoga est le contrôle de Manas pour arriver à un état méditatif à travers le contrôle du prana. Comment on fait ça? Avec du pranayama avancé, des mudras et des bandhas. Pour faire du pranayama avancé avec des mudras et des bandhas, il faut faire du pranayama de base. Pour faire du pranayama de base, il faut faire des postures. Donc, aujourd'hui, beaucoup de yoga prennent la posture comme non seulement l'outil, mais l'objectif principal. Et ça, c'est un peu passer à côté de tous les autres bénéfices du Hatha Yoga. Non pas que c'est pas bien de faire des postures, au contraire, il faut faire des postures. Et il y a des gens qui vont certainement avoir besoin de faire des postures, notamment pour corriger des problèmes physiques. Donc il y a une légitimité à travailler beaucoup de postures. Mais si on ne travaille pas la relaxation, si on ne travaille pas la respiration, si on ne travaille pas l'intériorisation, si on ne travaille pas le contrôle du prana, et si on n'arrive pas à l'état,
on passe à côté du bénéfice principal du Hatha Yoga, de l'objectif principal du Hatha Yoga, qui est être dans un état méditatif. En 6 mois, 1 an de yoga traditionnel, on devrait être capable d'être dans un état méditatif. C'est-à-dire, le cours de yoga est fait, et ça c'est un peu la magie du Hatha Yoga, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle on vient au yoga, que ce soit pour une sciatique, parce qu'on a des palpitations, parce qu'on a des problèmes de sommeil, parce qu'on n'est pas souple, ou peu importe, et les gens viennent pour des raisons complètement différentes, eh bien on va arriver à l'état méditatif et en chemin avoir des bénéfices donc énergétiques, retrouver de l'énergie, des bénéfices émotionnels, être plus serein, avoir un meilleur sommeil. Donc pourquoi se priver de ces bénéfices? C'est un peu dommage. La magie fait qu'on va toujours arriver à l'état méditatif si le yoga est fait en respectant les règles du Hatha Yoga. Et c'est assez magique parce que les gens ont l'impression d'exister que sur le monde physique et puis avec le monde intellectuel, et donc au départ, les premiers temps, les gens, si on est identifié à ces pensées, eh bien quand on est détendu et les pensées se calment, on se détend, il n'y a plus de pensée, on dort. Donc l'idée du cours de yoga est d'ouvrir, de débloquer, d'éliminer, de remettre en connexion un état, un niveau plus subtil que le corps, niveau où il y a les énergies, donc du souffle, et puis d'arriver à détendre tout ça pour détendre le mental, qu'il n'y ait plus de pensée, mais s'endormir. Et là, on ouvre un espace où la personne n'a pas l'habitude d'exister. Au départ, soit on ne se détend pas assez et on reste dans le mental, bon alors on se gratte là, pendant la relaxation, on est là, on pense à 10 000 trucs, ou soit on dort. Et petit à petit, on va arriver à être suffisamment détendu pour plus penser et pas trop pour pas dormir. Et donc, on est peut-être quelques secondes au départ dans un état sans pensée. Et cet état va augmenter, 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 augmenter. On va être capable d'être là sans penser. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est régénérateur. Ça, c'est méditatif. Et là, souvent, il y a aussi des écoles qui ont tendance à mettre de la musique, des mantras. Et là, non. Là, on arrive à un niveau de profondeur, de conscience, d'existence, où il ne faut rien mettre. Parce que ce qu'on met, ça va enlever à ça. D'accord? Donc ça peut prendre un certain temps. Mais c'est dommage, quelque part, de ne pas arriver à ça. Des amis qui font un yoga avec un but principalement physique, postural, me disent oui, mais il faut vraiment perfectionner la posture parce qu'il peut y avoir des accidents, etc. Et moi je leur dis, écoute, c'est comme un garçon qui veut faire du foot. La posture, c'est acheter l'équipement. C'est le début du début du début. Donc on achète l'équipement, puis il faut acheter un bon ballon avec des bonnes chaussures. Bien. Mais il n'a pas encore commencé à taper dans le ballon. Il n'a pas fait un entraînement. Il n'a pas intégré une équipe et il n'a pas joué un match. C'est ça, faire de la posture sans faire du pranayama, sans faire de l'intériorisation, sans faire de la relaxation et sans aller vers l'état. Et la magie du Hatha Yoga, c'est que le corps, on le connaît bien, c'est notre outil quotidien, c'est notre identification. Donc on part de quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et la recette du Hatha Yoga va amener à des bénéfices donc psychologiques, énergétiques,
émotionnel et plus tard méditatif sans le savoir. J'ai eu des gens qui ne connaissent rien à la méditation et qui au bout de 6 mois, 1 an de yoga, étaient dans un état méditatif bien meilleur que des gens qui font de la méditation depuis des années et des années, des gens qui font de la méditation depuis des années, qui viennent me voir et qui font comment c'est possible d'être là sans penser. Ben, je leur dis fais du hatha yoga. Donc le hatha yoga s'occupe d'une petite partie de ce yoga avec un Y majuscule qui accompagne l'homme vers Brahman, vers l'absolu, vers son but, son développement, son cheminement, à travers l'état méditatif qui va aider le Raja Yoga, la méditation, qui va s'occuper de l'obstacle de Vikshepa, l'extériorisation et l'agitation du mental, qui est un des obstacles sur la voie. Maintenant, je voudrais conclure en disant aussi que les deux lignées dans lesquelles je m'inscris au niveau du yoga, que ce soit Swami Shivananda ou que ce soit Krishnamacharya, ces deux maîtres modernes au niveau du yoga recommandent ce qu'on appelle, ce que Swami Shivananda appelle un yoga de synthèse. C'est-à-dire qu'on commence à faire le yoga qui nous plaît le plus. Et ça peut être le hatha yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la dévotion. Ça dépend de la nature que l'on est. Si on est plus actif, on fait plus du karma yoga. Si on est plus émotionnel, on fait plus du bhakti yoga, etc., etc. Mais malgré tout, de pratiquer un petit peu les autres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si ma nature est plus dans le physique, et ben je vais faire plus du hatha yoga, mais je vais faire un petit peu de bhakti, un petit peu de karma yoga, un petit peu de jnana yoga. Et ça, c'est utile dans l'ère, dans l'époque plutôt dans laquelle on vit. Donc de balancer, d'équilibrer un petit peu avec les autres yogas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Om.